Bonjour, je fais une traduction de certaines parties d'un lien très intéressant que je vais mettre dans la description de la vidéo. Le titre est, bien sûr c'est en anglais, j'ai traduit en français. Donc, le titre que j'ai traduit également est Plantagenet, Capétien, Angevin et Mérovingien. L'ascendance royale mérovingienne du commun des mortels d'aujourd'hui par John Major Scott Jenkins. À mes cousins et à mes frères et sœurs, nos ancêtres en ligne directe de parents à enfants sont Martin Barnham, le roi Édouard III, Geoffrey Plantagenet, Guillaume le Conquérant, Fulk Néra, Ingelgar le premier comte d'Anjou, Éléonore d'Aquitaine, le roi Louis Ier de France, Hugues Capet, Charlemagne, Dagobert Ier, Clovis Ier et Pharamond, le fondateur semi-légendaire des Mérovingiens, ou semi-mythique si vous préférez. Qu'est-ce que cela signifie? Autant que vous le souhaitez. L'histoire généalogique commence avec le premier roi mérovingien, Mérovec. Mais un mystère remontant plus loin dans le temps vient se greffer avec la lignée de Mérovec, un mystère qui nous fait traverser la Méditerranée jusqu'aux événements de Terre Sainte et finalement remonter le temps jusqu'au premier patriarche de la maison de David. En effet, selon la légende, Mérovec était le fils de deux pères, l'un nommé Claudio, lui-même fils d'un chef franc semi-légendaire ou, encore une fois, semi-mythique, Pharamond, l'autre étant une mystérieuse créature venue de l'autre côté de la mer qui a fécondé sa mère. Mérovec ou Mérové vient de la mer ou enfant de Marie. De plus, être le fils de deux pères semble être une façon de faire référence à une alliance dynastique de deux lignées familiales, une tactique qui était courante dans l'Europe médiévale et qui définissait Mérovec comme le fondateur de la nouvelle dynastie mérovingienne. Comme nous le verrons plus tard, les Mérovingiens étaient des monarques aux cheveux longs qui revendiquaient le roi divin de régner en tant que descendant de la maison de David. Gardons ce voyage spéculatif pour plus tard et commençons à retracer notre filiation à partir du grand-père franc de Mérovec, Pharamond. J'ai tout enlevé les liens généalogiques pour respecter l'auteur, même s'il est décédé, d'accord? Alors, je vous brosse le tableau d'ensemble, puis vous ferez ce que vous voudrez avec. Si vous voulez faire votre recherche, vous la faites. Si vous ne voulez pas la faire, vous la faites pas, tout simplement. Alors, on continue. Et puis, je vais tout de suite mentionner, là, OK, même si c'est un homme anglophone qui a écrit cet article-là, ça nous concerne. Parce que j'ai fait ma généalogie des deux côtés de mes parents. Fait que j'en dis pas plus. La prétention mérovingienne à la royauté, en bref. Maintenant, esquissons brièvement ce qu'est le mystère des Mérovingiens et de la maison de David. Le livre Holy Blood, Holy Grail approfondit le mystère central du christianisme ésotérique et peut-être son secret le plus important et le mieux protégé. La lignée de Jésus a été préservée par la conception d'un enfant avec Marie-Madeleine qui, après la crucifixion, a fui la Palestine avec un groupe de disciples et est arrivé dans le sud de la France. C'est là que le culte de Marie-Madeleine prospère encore aujourd'hui. San Réal peut signifier Saint Graal, San Graal ou San Royal, San Réal. Les traditions du sud de la France ont préservé cette étrange histoire et des événements persistants tels que ceux entourant Rennes-le-Château, les hérésies cathares et albigénoises, le prieuré de Sion, les Templiers et le mythe du Saint Graal,
les croisades pour reprendre Jérusalem et les revendications royales des Mérovingiens révèlent des motivations historiques peu appréciées, bien que bien documentées. La théorie exposée avec tant de soin et de conviction dans le livre d'Holy Blood, Holy Grail est la suivante. Marie-Madeleine a donné naissance à l'enfant de Jésus dans le sud de la France. La lignée y a été protégée jusqu'à ce que le moment soit venu de forger une alliance avec les sympathiques francs sicambiens qui revendiquaient eux-mêmes d'anciennes racines judaïques par le biais d'une autre lignée. D'autres éléments des croyances et doctrines mérovingiennes soutiennent cette théorie, et il convient de lire attentivement Holy Blood, Holy Grail et sa suite de Messianic Legacy avant d'en jeter l'idée en riant. Comme le disait Platon, la vérité est souvent plus étrange que la fiction. La coupe de l'homme à Gisors. Étant donné l'intérêt que les dynasties dirigeantes de l'Europe médiévale portaient à la démonstration de la lignée royale, en particulier la descendance des rois mérovingiens, un événement dans la vie d'Éléonore d'Aquitaine, d'Henri II et de leur fils Richard Cœur de Lion pourrait être mieux compris. Ce document a été compilé et rédigé par John Major Scott Jenkins, 51e génération de Pharamond, roi des Francs, le 11 mars 2002. Cette recherche a commencé par un indice de ma sœur Cindy qui m'a indiqué le lien entre le roi Édouard et Éléonore d'Aquitaine par l'intermédiaire de Thomas Barnum. Je me souvenais d'avoir lu que Charlemagne était un ancêtre d'Éléonore, puis, en reprenant Holy Blood, Holy Grail pour la première fois depuis 10 ans, j'ai lu que Charlemagne incarnait une alliance de sang entre les dynasties carolingiennes et mérovingiennes. 3 jours de recherche sur Internet ont permis de régler les détails. Je devrais aussi lire sur la mort de Dagobert II. Est-ce qu'il y a eu un complot, non seulement concernant sa mort, mais aussi pendant très longtemps, on a tenté d'éradiquer de l'histoire Dagobert II. Je vais mettre l'extrait de Holy Blood, The Holy Blood and Holy Grail de Long-Haired Monarchs. Puis dans cet extrait-là, que je vais mettre les sous-titres en français, vous allez avoir l'information exacte. Je préfère vous y référer tout simplement. Bien sûr que je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Les Mérovingiens de Dagobert I à Thierry III, Dagobert II. Le complot de Grimoald. Alors que la dynastie mérovingienne est en plein déclin, les grandes familles aristocratiques qui occupent le poste envié de maire du palais complotent de plus en plus ouvertement pour s'accaparer le pouvoir. Ainsi, en février 656, Grimoald, maire du palais d'Austrasie, va substituer à Dagobert II, héritier légitime de Sigebert III, son propre fils, Childebert IV. Sigebert III a été placé sur le trône d'Austrasie en 634 par son père Dagobert Ier à la demande des grands du royaume. Depuis la mort de Dagobert en 639, le roi très pieux se consacre entièrement à la fondation des monastères. En 643, l'ambitieux Grimoald a fait assassiner le maire du palais Othon. Il a pris sa place et tient solidement les rênes du pouvoir. En 651, le roi d'Austrasie a épousé la jeune Hymneschild. Excusez-moi si je massacre son prénom. Mais cette union n'a pas porté ses fruits. Et le couple pleure les enfants qui ne sont pas venus. Profitant du désarroi et de la naïveté des époux royaux, Grimoald va s'employer à tirer profit pour son propre compte de leur stérilité.
Faisant preuve d'une audace incroyable, le maire du palais suggère à Sigebert III une manœuvre hardie qui permettra de résoudre le problème de la succession au trône. Si le roi adopte son fils, l'Austrasie ne risquera pas de tomber sous la coupe du royaume de Neustrie. En outre, Grimoald a parfaitement compris que les leudes austrasiens tiennent plus que tout à garder leur autonomie, fût-ce au prix d'une adoption pour le moins contestable. En désespoir de cause, entre 644 et 646, Sigebert III se réjouit à cette mascarade. Il adopte le fils de Grimoald, qu'il désigne comme son seul héritier. Le jeune garçon est rebaptisé, reçoit un prénom mérovingien et devient Childeberg l'adopté. Mais peu après, la reine Irmchilde annonce qu'elle attend l'heureux événement qu'elle n'espérait plus. Vers 646, elle met au monde un garçon, comble de malchance pour le perfide Grimoald. L'enfant est baptisé Dagobert en souvenir de son grand-père. Incertain quant aux dispositions à prendre, Sigebert III ordonne que les deux garçonnets soient élevés ensemble. Le maire du palais a-t-il perdu tout espoir de voir son fils coiffer la couronne d'Austrasie? Lorsque survient la mort de Sigebert III, le 1er février 656, Grimoald n'a pas encore désarmé. À peine le roi défunt a-t-il été porté en terre qu'il enlève le jeune Dagobert à sa mère et le fait tonsurer, privant ainsi le petit prince d'une chevelure considérée par les Francs comme l'attribut principal des souverains. Le maire du palais fait ensuite exiler l'héritier légitime de Sigebert III dans un monastère irlandais où il est remis à la garde de Wilfrid, l'évêque d'Orc, qui lui prodiguera une solide éducation religieuse et humaniste. Conscient cependant du fait que sa manœuvre risque d'être éventée, Grimoald s'empresse d'annoncer la mort du jeune Dagobert et va jusqu'à organiser des funérailles officielles en grande pompe. L'aristocratie austrasienne n'a plus d'autre recours que de proclamer roi Childeberg l'adopté, qui devient en 657 Childebert IV. Mais Irmchilde ne peut croire à la mort de son fils. Prête à tout pour le retrouver, elle se précipite à Paris à la cour de son beau-frère Clovis II, roi de Neustrie et de Bourgogne. Elle y trouve une oreille attentive en la personne de la chaleureuse reine Bathilde. Celle-ci réunit le conseil des leudes neustriens pour s'enquérir du sort de Dagobert et déterminer le prix du crime accompli. Feignant de reconnaître le nouveau souverain d'Austrasie, les nobles de Neustrie tendent un piège à Grimoald. Celui-ci, trop sûr de son triomphe, est capturé par surprise, mis au fer puis transféré sans ménagement à Paris. Alors que Clovis II semble se désintéresser de l'affaire, la reine Bathilde ordonne que le maire du palais d'Austrasie soit jeté dans un cul de basse-fosse. Les grands de Neustrie, eux, réclament un châtiment exemplaire pour un crime de lèse-majesté. Grimoald est tiré de son cachot et soumis aux pires tortures. Lui qui se voyait père de roi succombe dans d'atroces souffrances en 657. Childebert IV continue pourtant à régner pendant plusieurs années, partiellement soutenu par l'aristocratie, peu désireuse de se soumettre au pouvoir neustrien. Quant à Dagobert II, il lui faudra attendre 676 pour redevenir le légitime roi d'Austrasie. Alors voilà, je vais mettre le lien bien entendu dans la description de la vidéo. Alors voilà, en vous remerciant de votre écoute.